Le 27 décembre, le monde a assisté à l'une des offensives aériennes les plus massives de toute l'histoire du conflit russo-ukrainien. Ce qui s'est produit cette nuit-là au-dessus de Kiev, Odessa, Mykolaïv et de dizaines d'autres localités est déjà qualifié, non pas de simple vague de frappes supplémentaires, mais de réponse radicale, ostentatoire de la Russie à tout un ensemble de défis. 10 heures d'attaque ininterrompues, l'emploi d'un nombre sans précédent de drones kamikazes et de missiles de différents types, la destruction d'infrastructures énergétiques et militaires d'importance critique, tout cela s'est déroulé dans un contexte de déclarations tonitruantes des pays de l'OTAN sur leur disposition à déployer des troupes sur le territoire ukrainien, et après une série d'attaques contre des navires russes et de pays tiers en mer Noire. Les analystes distinguent trois axes majeurs dans cet événement. Le premier est d'ordre militaro-technique. Utilisation record de drones Geran, combinés à des missiles de croisière et hypersoniques. Système élaboré de saturation de la défense antiaérienne ukrainienne. Choix de cible sur toute la profondeur du territoire. Le deuxième concerne les aspects énergétiques et économiques. Destruction ciblée de centrales thermiques, de postes électriques à haute tension, d'infrastructures portuaires et d'installations industrielles du Sud. Le troisième relève du politico-stratégique. Fuite d'informations sur d'éventuelles frappes contre les plus hauts dirigeants militaires et politiques ukrainiens, y compris le président Zelensky et le chef du SBU, ainsi qu'un signal direct adressé aux capitales occidentales sur la disposition de Moscou à élargir la nomenclature des cibles en réponse à l'intervention de l'OTAN. La question centrale qui se pose à tous les observateurs est la suivante. Ce raid constitue-t-il une opération d'intimidation ponctuelle ou le début d'une phase fondamentalement nouvelle du conflit, dans laquelle les centres de commandement, l'élite et les infrastructures étatiques deviennent des cibles prioritaires? Selon les estimations publiques de diverses sources, l'opération a mobilisé jusqu'à 1000 drones de type Gérant 2 et Gérant 3, ainsi qu'environ 200 missiles de différentes catégories. Il s'agit de missiles de croisière KH-101 lancés depuis des bombardiers stratégiques, de missiles calibre à lancement maritime tirés depuis des navires et sous-marins en mer Noire, de lourds missiles anti-navires KH-22 capables de percer des défenses sérieuses et vraisemblablement de missiles hypersoniques Kinzhal et Zircon. La combinaison même de drones et de missiles crée une tâche incroyablement complexe pour la défense antiaérienne ukrainienne. Les drones volent à basse altitude, lentement, par échelon, étirant les forces de défense dans le temps et l'espace. Les missiles, quant à eux, arrivent à vitesse supersonique et hypersonique, exigent d'autres systèmes d'interception, une réaction rapide et une coordination précise. Lorsque ces deux menaces se superposent pendant 10 heures, les équipes des complexes anti-aériens sont contraintes de travailler en régime de tension extrême, épuisant leur stock de munitions et les forces physiques des opérateurs. Le chiffre jusqu'à 1000 Geran soulève des questions particulières du point de vue logistique. Cela implique une préparation à grande échelle, un déploiement depuis plusieurs aérodromes, un échelonnement dans le temps et sur les itinéraires, une coordination des lancements de façon à ce que les vagues arrivent par intervalles, sans laisser de répit à l'adversaire. La durée de 10 heures du raid rompt les cycles habituels de permanence des équipes et des services d'urgence. Habituellement, la défense antiaérienne ukrainienne est calibrée pour repousser 2 ou 3 vagues par nuit, après quoi survient une accalmie et la possibilité d'une rotation des forces. Ici, l'attaque s'est poursuivie sans interruption, entraînant l'accumulation de fatigue, des erreurs de coordination et l'épuisement progressif des ressources. Une telle densité et durée d'impact de feu se rencontre rarement même dans les grands conflits modernes et peut témoigner du passage du commandement russe à un concept de tempête de feu stratégique, dont l'objectif n'est pas simplement d'infliger des dommages, mais de créer un effondrement systémique de la défense et du commandement. La question demeure ouverte. L'Ukraine et ses alliés occidentaux disposent-ils de réserves suffisantes de missiles intercepteurs, de pièces détachées, de personnel formé pour endurer encore plusieurs campagnes de ce type? Le gros des frappes sur Kiev et sa région s'est abattu sur les infrastructures énergétiques. Ont été touchées la centrale thermique de Tripilia, les centrales de cogénération CHP4, CHP5, CHP6, les plus importants postes à haute tension,
notamment des nœuds de 750 et 330 kV, les réseaux de distribution. Le résultat a été un blackout massif. Les coupures d'électricité ont touché des quartiers entiers de la capitale et de sa région. La fourniture de chauffage aux immeubles d'habitation s'est arrêtée. La pression dans les systèmes d'approvisionnement en eau a chuté. Les habitants se sont retrouvés sans électricité, sans chauffage et sans eau chaude en plein hiver. Les autorités ont recommandé aux résidents de ne pas sortir dans la rue en raison de fumées toxiques, sans révéler ce qui brûlait exactement. Signe classique que les cibles étaient effectivement d'importance critique et que leur destruction s'est accompagnée d'émanations de substances dangereuses. Le caractère systémique des frappes est particulièrement remarquable. L'attaque n'a pas visé seulement des centrales isolées, mais toute la chaîne, de la génération dans les centrales thermiques, aux postes majeurs et nœuds hydroélectriques, jusqu'au réseau de distribution. Le nœud énergétique de Kiev constitue de fait le Quad 3 Baut du système électrique central de l'Ukraine. C'est de là que part la gestion des équilibres, des transferts de puissance entre régions, c'est de là qu'est coordonné le fonctionnement de tout le réseau. La mise hors service de ce nœud n'affecte pas seulement l'éclairage des appartements, mais aussi le fonctionnement des transports, des lignes de communication, des systèmes de défense antiaérienne, des installations militaires, du fonctionnement de l'appareil bureaucratique et des centres de coordination. En réalité, frapper l'énergie de Kiev, c'est frapper la capacité de l'État ukrainien à gouverner le pays. Quand l'électricité disparaît dans les ministères, les états-majors, les nœuds de communication, l'efficacité de la prise de décision chute brutalement, l'échange d'informations se dégrade, des dysfonctionnements logistiques apparaissent. Parallèlement, la population civile se trouve plongée dans une atmosphère de peur et d'incertitude, ce qui renforce la démoralisation générale. Une question légitime se pose. Où passe la frontière entre la nécessité militaire de détruire des infrastructures à double usage et les conséquences humanitaires pour des millions de civils devenus otages de cette stratégie? Outre les installations énergétiques, les frappes russes ont visé l'infrastructure militaire autour de la capitale. À Vyshhorod, selon les témoignages sur place, ont été touchés des parkings de matériel militaire, des positions des forces ukrainiennes, des installations liées à l'assemblage et au lancement de drones, ainsi que des sections de l'infrastructure du barrage hydroélectrique de Vyshhorod. La circulation à travers le complexe hydroélectrique a été coupée, créant des problèmes supplémentaires pour la logistique et l'équilibre énergétique de la région. Une attention particulière est portée aux frappes contre l'aérodrome militaire de Juliani. Cet objectif a longtemps été utilisé par le commandement ukrainien comme base pour déployer du matériel de défense anti-aérienne, des dépôts de munitions, des moyens de guerre électroniques et des unités chargées de l'interception de drones. Selon certaines sources, des spécialistes étrangers et des contingents d'alliés de l'Ukraine y étaient également basés. Auparavant, Juliani était protégé par une ceinture dense de défense anti-aérienne, incluant des complexes patriotes. Mais après la destruction de plusieurs batteries lors de raids précédents, cette protection s'est affaiblie. Les forces russes ont utilisé des Gerand 3, capables de piquer depuis basse altitude, ce qui rend leur interception difficile pour les moyens de DCA restants. Frapper de tels objectifs porte atteinte non seulement aux capacités combatives actuelles de la partie ukrainienne, mais aussi à sa capacité de s'adapter aux futures attaques en essaim de drones. Moins l'Ukraine dispose de moyens pour combattre les drones, moins elle possède d'infrastructures pour les utiliser à ses propres fins, plus le pays devient vulnérable face aux futurs raids. Une question se pose inévitablement. Jusqu'à quel point le renseignement russe a-t-il dévoilé le réseau d'installations ukrainiennes liées aux drones, et qui a pu transmettre les coordonnées de cibles particulièrement protégées? L'axe sud, Odessa, Mykolaïv, Tatar-Bounari, s'est également retrouvé sous le feu massif. Odessa et les districts adjacents représentent non seulement le plus grand port et un nœud clé du corridor céréalier, mais aussi un centre de logistique militaire, d'où partent les approvisionnements pour les unités du front sud, la rotation du personnel, le soutien de l'infanterie de marine et d'autres formations. Les frappes russes sur l'infrastructure portuaire ont inclus l'utilisation de lourds missiles Kh-22, capables de percer des installations fortifiées et de frapper même des navires au port. Selon certaines sources, la cible était des bâtiments impliqués dans la logistique militaire ou le transport de cargaisons prohibées. Une attention particulière est portée à la frappe
sur une Tsessing-Quote 5 à Tatarbunari, une petite ville rarement mentionnée dans les bulletins. Les analystes supposent qu'un poste de commandement, un nœud de communication, un grand dépôt ou l'emplacement temporaire de hautes personnalités du commandement ukrainien pouvaient s'y trouver. À Mykolaïv, ont été frappés des postes de transformation de 35 et 150 kV, entraînant l'arrêt d'une partie de l'énergie alimentant des installations militaires, notamment dans le secteur de Soliani et de l'usine Temvod. L'usine Zoria s'est temporairement arrêtée. Elle est liée à la production et à la réparation d'installations énergétiques, de moteurs et d'autres équipements clés. La perte de cette entreprise, même temporaire, affaiblit les capacités de l'Ukraine à maintenir en état de fonctionnement du matériel complexe, y compris des navires et des installations énergétiques à usage militaire. La frappe sur le Sud est une opération complexe visant à priver l'Ukraine du contrôle de la logistique maritime, à entraver la réparation de la flotte et le soutien de la composante navale des forces armées ukrainiennes, à créer une menace de coupure totale de la mer, dont la direction russe avait prévenu auparavant. Simultanément aux frappes sur les infrastructures, des informations ont commencé à circuler dans l'espace médiatique sur des tentatives des forces russes de frapper les plus hauts dirigeants militaires et politiques ukrainiens. Plusieurs sources ont rapporté que des frappes avaient été portées dans les zones de séjour possibles du président Zelensky, y compris ce qu'on appelle la Rubliovka locale et des résidences associées à son nom. Parallèlement, des versions se sont répandues selon lesquelles Zelensky n'était pas à Kiev au moment du raid. Il aurait réussi à s'envoler via la frontière polonaise vers la ville de Rzeszów pour des négociations avec des partenaires européens, puis prévoyait de se rendre aux États-Unis. Des rumeurs isolées indiquent que les plus hauts responsables des structures de sécurité, y compris le chef du SBU, auraient pu être pris sous le feu, et sa mort possible n'est pas exclue, bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle. Le simple fait de frappes ciblées sur des zones où pourrait se trouver la direction politique porte en soi un signal puissant. Pour la Russie, c'est une démonstration de disposition à élargir la nomenclature des cibles jusqu'au niveau des Tsench, Quote 8, au sens le plus littéral du terme. Jusqu'à présent, les frappes contre les plus hauts dirigeants étaient considérées comme une sorte de tabou, une règle tacite de retenue, mais la campagne actuelle peut signifier l'abandon de ces restrictions. L'effet psychologique de telles actions sur l'élite est évident. Changement constant de localisation, nécessité de se cacher, risque de se retrouver sous le feu à tout moment, méfiance croissante envers son propre système de sécurité. Quand les plus hauts responsables et militaires commencent à craindre pour leur propre vie, cela affecte inévitablement la qualité des décisions prises, la volonté d'assumer des responsabilités, l'atmosphère générale au sein de la direction. La question qui préoccupe désormais beaucoup, la chasse aux figures clés deviendra-t-elle la nouvelle norme de conduite du conflit, et cela conduira-t-il à une Beisheng Quote 9-1 où la direction du pays sera contrainte de gouverner depuis l'étranger? La particularité tactique de la campagne actuelle réside dans la répétition des frappes sur les mêmes objectifs. Les forces russes frappent par vagues. La première vague met l'installation hors service, les deuxième et troisième consolident le résultat, achèvent les nœuds que les spécialistes ukrainiens tentent de réparer. Une telle méthode brise le modèle standard, la Jeanne Quote 10, auquel la partie ukrainienne s'était habituée. Les équipes de réparation sont contraintes de travailler sous la menace constante de nouvelles frappes, ce qui réduit fortement leur efficacité et accroît le risque de perte parmi le personnel. La destruction en cascade, de la génération dans les centrales thermiques, aux postes à haute tension, aux complexes hydroélectriques, réseaux de distribution et consommateurs finaux, conduit à un effondrement systémique et non à des pannes locales. Le système énergétique ukrainien se trouve déjà dans un état critique après les frappes précédentes. Et maintenant que des nœuds clés au centre et au sud sont détruits, le rétablissement nécessitera non pas des jours, mais des semaines, voire des mois. Selon les sources, la nuit écoulée a été l'une des plus denses en frappes, précisément sur l'énergie et les systèmes de commandement de toute l'histoire du conflit. Les analystes s'attendent à une poursuite, achèvement des postes de transformation ayant survécu autour de Kiev, extension de la pression sur Odessa et les régions centrales, tentative de couper des régions entières en les privant d'approvisionnement énergétique
pour une période prolongée. Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller dans la destruction de l'infrastructure ukrainienne et où se trouvent ses propres quote 12, si tant est qu'elles existent dans cette situation, reste une question ouverte. Le contexte géopolitique de ce raid n'est pas moins important que ses aspects militaro-techniques. À la veille des événements, le président Zelensky avait publiquement déclaré que plusieurs pays de l'OTAN étaient prêts à introduire un contingent de maintien de la paix sur le territoire ukrainien après la signature d'un accord de paix. Le conseiller du chef du bureau présidentiel, Mikhailo Podolyak, a nommé des pays spécifiques, la France, le Royaume-Uni, la Turquie. Ces déclarations ont coïncidé avec une série d'attaques contre des navires marchands russes et de pays tiers en mer Noire, derrière lesquels, selon Moscou, se trouvent les services spéciaux ukrainiens avec le soutien de partenaires occidentaux. Le président russe avait auparavant averti d'un élargissement de la nomenclature des cibles dans les ports d'Odessa et de la possibilité d'une Debris Quote 14 Crown si les attaques contre la navigation russe se poursuivaient. La campagne actuelle de frappe peut être considérée comme une démonstration pratique de ces menaces. La Russie montre ses capacités de blocage des ports, de destruction de l'énergie du Sud, de création de conditions dans lesquelles toute tentative d'introduction clandestine de troupes étrangères ou de déploiement d'infrastructures militaires de l'OTAN se heurtera à des frappes préventives. Pour les capitales occidentales, c'est un signal de réponse radicale, un test de la disposition de l'Alliance à aller au-delà des belles paroles et à effectivement introduire ces contingents, au risque de se retrouver sous le feu russe. Les élites militaires et politiques à Bruxelles, Paris, Londres doivent maintenant tenir compte d'une nouvelle réalité. Si leurs conseillers, instructeurs ou futurs gardiens de la paix se trouvent sur le territoire ukrainien, ils peuvent devenir des cibles légitimes pour les frappes russes, et Moscou a démontré qu'elle est prête à un tel développement. Au-delà de la destruction physique des installations, les nuits de frappes massives répétées exercent un puissant effet psychologique et organisationnel sur la partie ukrainienne. Les équipes de DCA, les brigades de réparation et de secours, travaillent à la limite de leurs possibilités. La fatigue s'accumule, le nombre d'erreurs augmente. Parmi la population civile, la panique monte en raison des blackouts, des fumées toxiques, de la destruction de quartiers résidentiels et d'infrastructures. Les gens ne comprennent pas quand et où se produira la prochaine frappe, ne peuvent planifier leur vie, perdent confiance dans la capacité de l'État à les protéger. Pour les militaires ukrainiens au front, les nouvelles que l'arrière n'est plus sûr, que leurs familles sont sans électricité ni chauffage, que la capitale et les grandes villes subissent des frappes systématiques deviennent un facteur supplémentaire de démoralisation. Les frappes sur la logistique du Sud et l'énergie du Centre créent le sentiment qu'on retire au pays ses fondations. Carburant, électricité, transport, communication. Dans une telle situation, le style de gouvernance change inévitablement. Davantage de déplacements chaotiques de la direction, davantage de secrets, moins de coordination ouverte entre les différents ministères et états-majors. Paradoxalement, cela réduit en soi l'efficacité du commandement, car la chaîne d'interaction se rompt. La prise de décision opérationnelle devient plus difficile. Le risque d'action non coordonnée augmente. La question demeure ouverte. Combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle tenir à ce rythme? Et le système de contrôle administratif ne commencera-t-il pas à quote 17 sur toute la verticale, des ministères et de l'état-major aux autorités régionales et de districts? Pour la Russie, cette campagne porte un sens stratégique qui dépasse le cadre des objectifs tactiques. Les frappes sur l'énergie de Kiev, les ports d'Odessa, la logistique de Mykolaïv et les lieux possibles de séjour des plus hauts dirigeants ukrainiens constituent la mise en œuvre pratique de la thèse précédemment énoncée par Moscou sur l'élargissement de la nomenclature des cibles. Le commandement russe passe du concept de quote 18 à une campagne systémique contre les infrastructures, la logistique et les centres de décision. Une telle stratégie peut viser à contraindre l'Ukraine et ses tuteurs occidentaux à rechercher une mauvaise paix, un accord à des conditions défavorables pour Kiev, avant que l'infrastructure principale ne soit perdue et que l'État ne sombre dans le chaos total. C'est à la fois un instrument militaire et un chantage politique. Moscou fait comprendre qu'elle est prête à aller jusqu'au bout,
que les arsenaux de drones et missiles sont suffisants pour une campagne prolongée, qu'aucune ligne rouge ne retient plus le choix des cibles. Au sein même de la Russie, cela est perçu comme une démonstration de force, comme une réponse aux tentatives d'entraîner l'OTAN dans le conflit sous couvert de maintien de la paix, comme un signal que le pays contrôle la situation et est capable de dicter les conditions. Cependant, la question demeure. Où Moscou compte-t-elle s'arrêter? Quel niveau de destruction est considéré comme suffisant pour atteindre les objectifs politiques? Et quelle variante de pression, destruction complète de l'infrastructure ou montée en puissance dosée des frappes, apparaît optimale pour obtenir le résultat? Les 10 heures de feu au-dessus de Kiev, Odessa et Mykolaïv ont tiré un trait sous une nouvelle étape du conflit et ouvert un chapitre encore plus dangereux. Le raid record avec des centaines de Jeren et de missiles, le blackout de la capitale, la destruction de centrales thermiques et d'infrastructures portuaires, les tentatives de frappe dans les zones de séjour des plus hauts dirigeants, les rumeurs sur la mort possible du chef du SBU, la nervosité au sein de l'OTAN et les discussions sur l'introduction de Btseitch Quote 22, les avertissements fermes de la Russie sur la Quote 23. Tout cela compose un tableau de crise profonde, en équilibre au bord d'une grande guerre. Ce raid n'est pas simplement le Quote 24R, mais la démonstration d'un nouveau niveau de conflit où les frappes visent les fondements mêmes de la gouvernance étatique, de l'économie et de l'élite. Si auparavant les partis essayaient d'éviter les frappes directes contre les centres de décision et les figures clés, désormais ces restrictions sont levées. Dans le conflit, ce ne sont plus des frappes ponctuelles qui sont de plus en plus appliquées, mais des frappes systémiques, calculées pour produire un effet en cascade et des conséquences à long terme. Comme mesure de représailles, se dessinent non pas des actions symétriques, mais un élargissement radical des cibles, l'inclusion dans la liste de nouvelles catégories d'objectifs, précédemment considérées comme intouchables. Pour l'Ukraine, ce raid est devenu un rappel brutal. Chaque nouveau pas vers un blocus maritime de la Russie, des actes de sabotage contre des cibles russes ou un rapprochement de l'OTAN de la ligne de front peut déboucher sur une nouvelle nuit où l'obscurité des villes éteintes ne sera plus une métaphore, mais une dure réalité. Pour l'Occident, c'est un test de volonté à payer le soutien à Kiev au prix d'une escalade supplémentaire, du risque d'affrontement direct, de l'implication de ses propres contingents militaires dans un conflit dont l'issue devient de plus en plus imprévisible. La question demeure ouverte. Cette peur d'un nouveau cycle de violence arrêtera-t-elle toutes les parties sur la voie de négociation et de compromis, ou au contraire, les poussera-t-elle vers cette ligne fatidique, au-delà de laquelle commencera une guerre tout à fait différente? Une guerre sans règles, sans limites et sans espoir de conclusion rapide.